Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Ced, Oli et Étienne. Comment vous allez, les gars? Bon matin. Ça va bien. Parfait. Charlotte à Ced qui n'a pas Ah parlé. ouais, ça va, toi? Il était buggé. Alors, aujourd'hui, ce podcast, comme d'habitude, est sponsorisé par Arbonne. Qu'est-ce que c'est? C'est des produits de beauté, de style crème et poudre pour le visage et pour le corps, pour avoir moins d'acné, pour être aussi des beaux bonhommes comme moi, Ced, Oli et Étienne. Il va y avoir un lien dans la description. On espère que vous allez voir ça. Les boys, c'est fait pour vous et pour votre blonde aussi. Ça peut être un excellent cadeau. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker et activer la cloche. Ça prend quelques secondes. Ça va faire une énorme différence. Sur ce, on se lance dans la LNH, les boys. C'est que ça faisait... J'avais très hâte. Alors, dans les nouvelles de la semaine, il n'y en a pas eu beaucoup d'importantes, à part Nazem Kadri qui vient de tomber. On va en parler tantôt. À partir du 28 mai, 2500 partisans seront permis au Centre Bell. Est-ce qu'on peut dire enfin? Enfin. Oui, enfin. D'après moi, je pense qu'on le mérite. Oui, mais lentement, mais sûrement, ça va vers la bonne voie. C'est ça qui est le fun. J'ai très hâte. Si jamais la série est 2-2, je m'en vais acheter les billets sur le champ. Puis si c'est pas juste 2-2, tu y vas-tu pareil? Oui, si c'est 3-1 Montréal, j'y vais pareil. Okay. Si c'est 3-1 Toronto, parce que c'est ça que ça va être, on va se le dire tout de suite. Ouais, puis si Montréal gagne en 5, ben tu sais. Ouh! OK, celle qui va avec sa prédiction choc. Qui a dit dans le dernier podcast? Mm-hmm. Alors, aussi, on a eu Rick Tocchet, le coach des Coyotes, qui a eu un entretien avec le Kraken. J'espère pour les Kraken que ce ne sera pas lui le coach. Je suis pas un fan de Rick Tocchet, donc pour moi, c'est pas la meilleure décision. Je pense décision. pas qu'il y a personne vraiment ici qui est un fan de Rick Tocchet pour être bien fan. Ouais. Non. Et il y a des coachs quand même beaucoup plus meilleurs, sans rien enlever à Tocchet, compétents tout court. Compétents, si tu veux, que M. Tocchet. Non, on sait jamais. Jérôme Galland, effectivement. Ouais. Alors, on a aussi, surprise, Jim Benning a été confirmé par les Canucks qui va revenir l'année prochaine. Est-ce une bonne décision? Qui est le DG des Canucks? Non, ben, pas tellement. Ouais. Pourquoi c'est pas une bonne décision? Non, mais... Ouais, pour vrai, je vais juste dire une affaire. Louis Eriksson. Non, mais lui, honnêtement, il l'a échappé, là. Puis qu'on le garde en poste, je trouve que c'est comme... En fait, là, je trouve que ce qu'ils font présentement à Vancouver, c'est comme... Ils essaient de pas démontrer... Ben, en tout cas, ils ont fait déjà plusieurs erreurs, mais ils essaient de pas trop faire paraître les erreurs que Jim Benning a commis. Puis je trouve qu'en essayant de le protéger, ils sont clairement en train de creuser plus profond dans la tombe. Je sais pas. Non, mais une phrase simple pour expliquer ça, c'est juste qu'il l'échappe totalement. Là, c'est tout. Ah oui, c'est littéralement. Il l'échappe, le chum. Là. Et puis à place de juste laisser le DG en train de couler tout seul, ben là, ils sont en train d'embarquer tout le monde dans le bateau qui coule. L'équipe au complet. Et je ne sais pas si vous connaissez les boys de Players Tribune, qui est un site où est-ce que les joueurs font leurs articles. Tyler Toffoli a spécifié que les Canucks lui ont jamais fait d'offre. Est-ce qu'on s'entend que c'est une très grosse erreur? Une énorme erreur. Une énorme décision. Okay. Ben, à voir ce qu'il fait là en ce moment, oui. Ouais, c'est sûr que c'est une mauvaise erreur, mais on ne saurait jamais. Techniquement, tu ne peux pas prédire le futur, le chum. Là, Non, on s'entend avec les Canucks, il avait très bien joué. Effectivement. C'est ça. Alors, sinon, maintenant, on fait une petite mise à jour des séries. Avant ça, on va parler de Nazem Kadri. Nazem Kadri, qui a été suspendu, c'est tombé, il y a quoi, 15 minutes, 20 minutes, Ali? Ouais. A été suspendu 8 matchs pour son coup à la tête à Justin Falk. C'est bien beau suspendre Kadri, mais pourquoi Tom Wilson n'a pas été suspendu? On peut-tu avoir une spécification là-dessus, pour vrai? Est-ce que le fait que ça soit arrivé en série, ça peut être parce que honnêtement, j'explique en rien la décision de 8 matchs. Là. OK, j'ai vu le coup en live, puis honnêtement, c'était clairement un geste pour blesser. Fait que le 8 matchs est clairement mérité. Là. Est-ce qu'il
pour qu'il y ait 8 matchs, c'est parce que Kadri a clairement un historique de suspension qui vient avec ça. Oui. Mais en donnant 8 matchs, je comprends pas pourquoi Wilson il ressort de la carrière. C'est ça, mais tu sais, Wilson, il n'a pas le même historique, mais il a un historique semblable. Fait que pourquoi il n'aurait pas eu la même semblable? Peut-être même pire. En fait, je penserais qu'il est pire que celui de Kadri. En tout cas. Mais encore là, c'est très étonnant, cette décision-là de la Ligue nationale. Et je n'en reviens tout simplement pas. Est-ce que c'était mérité? Amplement. C'est amplement mérité. Oui. Mais pour Tom Wilson, il n'y a rien eu, puis c'est ça qui me dérange. Ouais. Alors maintenant, allons faire une petite mise à jour des séries. Alors, on a Tampa Bay Floride, qui est une série très enlevante. On peut tous s'entendre là-dessus. Tampa Bay qui mène la série 2-1. Moi, je m'attends à ce que cette série-là dure très longtemps. Oui. 6-7 matchs. Ouais. Moi, je suis dans 7. En 7, oui. Les Islanders sont les Pingouins. Les Islanders qui menaient la série 1-0 et maintenant, c'est rendu 2-1 pour les Pingouins. Est-ce qu'on s'attend à une longue série de la part de celle-là ou? Moi, je dirais en 5 ou en 6. Moi, je dis une longue série. Ouais. En 7. En 7 pour Rolly? Ah, solidement. Honnêtement, là, ce qui me fait quoi que ça va aller en 7, ça va être rapide de même. Là. C'est 2 équipes. Ben, les Penguins, c'est une équipe c'est beaucoup d'expérience dans cette équipe-là, beaucoup de vétérans. Puis Crosby, il a dit que la fenêtre commence à se refermer. Et ils veulent profiter de ce qu'il leur reste comme année. Il n'en reste plus beaucoup, mais ils veulent en profiter. Fait que cette année, j'ai l'impression que les Penguins vont pousser jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, on revient à un des podcasts qu'on a fait il y a quelques semaines. Les coachs, coaching staff, Islanders. Peut-être pour Barry Trotz. Barry Trotz, exactement. Moi, là, j'ai donné l'avantage aux Islanders dans cette série-là. Moi, avec, je l'ai donné aux Islanders. À cause de Barry Trotz. Mm-hmm. Puis, hier, ça finit 5-4 que ça finit le match avec les Islanders. Il me semble de mémoire, oui. Bon, 5-4 le match pour les Penguins, puis c'était 3-1 Pittsburgh. Mm-hmm. À 3-1 Pittsburgh, tu dis une équipe d'expérience de même en série, ils vont fermer le jeu puis ça va être fini. Ils sont en 3e période, il reste 15 minutes à jouer, tu dis, bon, Penguins est là, mais non, Barry Trotz, il mélange ses cartes, il revient, boum, 3-3. Fait honnêtement, moi, je ne compterais pas pour battu, les Islanders. Je vais sauter la 3e série parce que je veux poser une question spécifique à Oli là-dessus. On va la sauter, on va revenir plus tard. Boston contre les Capitals. On est maintenant sur un 3-1 Boston grâce à Oli qui m'a donné la nouvelle tantôt. Est-ce que c'est la fin des Caps? Vite. Hey, celle-là, je voulais me l'approprier. Ah, vas-y, Étienne, vas-y. Vas-y, mon Étienne. Honnêtement, là, je comprends pas ce qui se passe avec Washington. Genre, littéralement. C'est pas comme s'il y avait eu une année, pas des assurances, mais ils étaient relativement bons. Puis, c'est ça, là, Oville l'échappe en série, il est tout mêlé. Boston 3-1, honnêtement, les Caps auraient dû donner un meilleur combat que ça, selon moi. Oui. Donc, il l'échappe bien raide. Ben attends, t'as dit Aurel, mais faut pas vendre la peau de l'os avant de la voiture. Non, c'est sûr. Moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi que Washington t'aurait clairement de s'écrouler. Puis, pour répondre à ce que tu disais, Loric, là, moi, je pense que qu'est-ce qui se passe? Parce que Boston, honnêtement, c'est de toutes les... Écoute, je regarde toutes les games des séries, là, puis honnêtement, Boston est loin d'être une des meilleures équipes en play-off présentement. C'est vraiment loin de ça. Là. Puis, honnêtement, Washington, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir déjà gagné une coupe, comme s'ils n'ont plus rien à prouver. Mais je me rappelle l'année qu'ils ont gagné la coupe, là, les gars comme Backstrom, Kuznetsov, Ovechkin, les Carlson, ces gars-là, ils donnaient toute sa glace parce qu'ils avaient à prouver. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sont déjà prouvés, mais là, ils se pognent le cul en esti. Là. Même le powerplay, la fois, j'ai regardé la game. Puis... Ouais. Non, vas-y, t'inquiète pas. Non, mais c'est ça, tu sais, à soir, j'ai regardé la game, puis Washington a eu, je pense, comme 6 powerplay, là. Puis ils ont scoré une fois, je pense, en powerplay. Là. Puis Ovechkin, parce qu'il. Tu sais, d'habitude, Washington, c'est des menaces constantes en powerplay. Tu sais pas qu'est-ce qui. Tu sais qu'Ovechkin est là, mais tous les joueurs qui sont là, c'est dangereux, c'est des menaces constantes. Puis là, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de solution. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de passer des transversales à Ovechkin. Fait que tout ce qu'ils font, Boston, ils protègent Ovechkin. Le jeu. Le powerplay est fini. C'est ça. Puis même là, selon moi, Ovechkin l'échappe bien raide. Là. Ouais, oui. Mais tu sais aussi, moi, je pense que pour vrai, le facteur âge, ça les aide pas non plus. Là. Je parle, mettons, pour Ovechkin, Backstrom, qui s'en viennent quand même. Ils sont avancés dans l'âge. C'est ça, tu sais. Puis Ovechkin, rendu à 36 ans, excuse-moi, mais il sera plus aussi dominant, puis il n'est pas autant dominant qu'à 33 ou.
33, 32, là, ou même quand il était dans Mais son même là, prime. tu sais, pour son âge, là, il n'a pas fait une mauvaise saison en tant que telle. Là. Non. Non, c'est sûr. Puis c'est pour... hey, c'est quoi, il y a 35, 36, là? Ouais. Mais Il y a 36. une affaire, je pense qu'il a fait autour de 30 buts, c'est ça? 25, 30, à peu près? D'un mois, c'est 25, 26. C'est ça, Ouais. on va dire 25 sur une saison de 50 matchs. C'est vraiment pas mauvais, là, tu sais. Mhm. Une saison de 82, c'est comme 40 buts, là. Ouais. Puis là, pour je sais pas quelle raison, justement, c'est juste... Mais Il n'y a pas besoin de le dire. pour en rajouter sur Ovechkin, là, moi, la sortie publique qu'il a faite dans les médias, comme on se parlait tantôt, là, puis pour rentrer dans Samsonov et Ouais. ses teammates, un capitaine, en saison qui fait ça, parce que ça va vraiment pas bien, puis ça fait, mettons, 10 games que l'équipe est instable, puis que c'est des défaites qui accumulent, je comprends ça. Des fois, ça prend ça pour faire un wake-up call, OK? C'est ça. Mais en playoff, je pense pas qu'un pas. capitaine a besoin d'aller critiquer comme ça. Surtout quand tu as un jeune gardien de but comme Samsonov qui vient, qui joue présentement ses premiers matchs dans les séries éliminatoires. Là, on a le critiquer comme ça dans les médias. Ça ne fait que rajouter de la pression sur le jeune, sur la recrue, littéralement, ce qui va clairement pas aider à ses performances. Mhm. Un capitaine, c'est censé là, rassembler dans une chambre, puis là, il est en train de diviser littéralement. Là. Mais comme tu as dit, Oli, tu as dit un capitaine ne devrait pas faire ça. Moi, je dirais pire. Je pense qu'il ne devrait même pas se permettre de faire ça. Tu es en playoff, tu es censé garder le moral haut de tes joueurs, justement, pour avoir des performances. Puis là, il va à l'encontre de ça en chiant sur sa team. Ouais. Parce que, C'est littéralement, c'est contre-productif. Là. Parce que, tu sais, c'est parce que, pour vrai, je suis d'accord avec vous autres, sauf que le fait qu'il écrit de cas sur les réseaux, c'est pas ça le problème. Je pense que c'est la façon qu'il le dit aussi. Tu sais, c'est les mots qu'il a utilisés pour le dire. Parce que si tu fais tu sais, mettons que, je sais pas, Bonne nuit, Ced. il critique Samsonov, entre guillemets, mais que c'est d'une façon un peu constructive, je me dis, à la limite, ça peut peut-être passer, tu sais. Sauf que là, c'est vraiment comme si, tu sais, il le ramasse puis il dit, oh, t'es pourri, c'est comme... Là, c'est ça que je dis, c'est contre-productif. Totalement. Puis moi, la dernière affaire que je veux dire avant qu'on continue de parler des autres séries, les Capitals d'aujourd'hui me font penser aux Capitals avant la Coupe Stanley. Des monstres en saison régulière, rendus en série, Ça choque. plus rien. Plus rien. Toronto. Oh, ça, on va attendre. Ça, on va attendre. On passe à un autre appel, s'il vous plaît. Alors, la série Colorado contre les Blues. Ben. On s'attend que Colorado qui mène 2-0, c'est zéro étonnant. Ouais. On n'a pas besoin de rester 2 ans là-dessus, là, je pense. Non. Montréal-Toronto va y revenir dans pas long. Hurricanes contre les Preds. En ce moment, les Hurricanes peuvent augmenter l'avance ou Nashville peut la réduire. Mais un 2-0 Hurricanes, ça m'étonne 0 contre les... Non, moi non plus. Les Hurricanes ont juste été dominants la saison. Puis je pense que juste Ouais. ça reflète ce qu'ils ont été durant la saison. Puis ils sont juste vraiment forts. Là, c'est tout. Hurricanes va se rendre loin en série cette année. Oh oui. J'espère, parce qu'ils ont l'équipe pour. Ils ont le jeu collectif. Ah C'est oui, une clairement. des équipes, honnêtement. Oui, je suis un fan de Toronto, mais c'est une des Hurricanes, c'est une des équipes que je souhaite le plus. Tu sais, c'est genre le Oui. underdog que tu souhaites qu'ils se rendent loin. Là. Ouais. Puis, C'est celle-là. avant de revenir aux autres séries, les Jets qui ont gagné contre les Oilers et qui mènent 1-0 sans Pierre-Luc Dubois et Nikolai Ehlers, me semble. Ouais, et là, Moins ça, ils ont pareil été capables de contenir, comme on l'a dit, le monstre à deux têtes. Ça, c'est l'affaire le plus étonnante. OK, McDavid est très sattel. Je vais juste dire quelque chose par rapport à cette série-là. Mhm. En fait, concernant cette série-là, je me rappelle, la dernière année que les Oilers ont fait les séries, je me rappelle de Connor McDavid, il pointait du doigt plusieurs de ses coéquipiers disant qu'il n'avait pas donné des performances, il n'avait pas répondu aux attentes. Puis là, enfin, cette année, les Oilers, c'est loin d'être la meilleure équipe, mais je veux dire, ils ont un Mike Smith qui est tout de même en feu, il a donné une très bonne saison, puis l'équipe a tout de même très bien été. Tyson Barrie, Darnell Nurse aussi ont très bien fini joué. au 2e rang en plus. Puis là, c'est en fin de l'année que McDavid a du support, si on peut dire, et que McDavid, c'est à lui là, de livrer les performances. Et dernier match, il a été que dalle. Il a obtenu 2 tirs au filet, alors qu'il restait moins de 10 minutes en 3e période. Il n'a pas été une menace de la game, littéralement, puis Draisaitl non plus. Mais ça, ils ont contenu. Winnipeg, ils ont totalement contenu. Là. Mais c'est ça, rendu là, c'est juste un bon jeu défensif des Jets. Là. Oh oui. T'sais, parce que McDavid, je veux bien croire que c'est le meilleur joueur au monde, tout, sauf que si tu as 3 gars qui te checkent à chaque shift, tu peux pas faire des miracles non plus. Là. Ouais, mais il peut trouver une façon différente de faire une job. Moi, mettons, je pourrais prendre par l'exemple de Sidney Crosby. Sidney Crosby ne fait pas les points tous les matchs, mais il trouve toujours à sa façon une manière de déranger l'adversaire ou d'être productif pour son équipe. McDavid, je te dis, je regarde la game, il a fait que dalle dans le match. Là. Puis, on va parler de la game tantôt,
Montréal contre Toronto, 1-0 Montréal. Mhm. Yes, sir! Miller, yes, sir! Et finalement, la question que je voulais poser à Ali, Vegas contre Minnesota. 2-1 Vegas. Et je voulais poser à Ali, qu'est-ce qui te fait dire que Minnesota vont gagner en 6? J'ai-tu rendre Minnesota, moi? Il me semble que t'as mis. Alors, je sais, Minnesota- dès que j'ai mais je sais mis plus si c'était en Minnesota. 6 ou en 7. Je pense que c'est en 7 qu'il avait mis. Je pense Ouais, que c'est en 7. il me semble que c'était en 7, whatever, mais en tout cas. Tu m'avais dit, attends, je l'ai. Wild en 7. OK, bon, en 7, bon, ben voilà, au moins, je ne prends pas dans la barbe, mais honnêtement, j'ai regardé toutes les games de cette série-là, puis Vegas est clairement à un niveau supérieur, mais ce que j'ai parlé un peu tantôt avec, c'est ça, avec Étienne, ou en tout cas, c'est Kaprizov. Kaprizov, ben, je n'ai parlé aussi un peu avec toi, Laurie. La carte Oui. cachée de cette série-là, c'est Kaprizov. Mhm. Puis si Kaprizov, il se met en marche, parce que les matchs, là, hier, ça finit 5-3 pour Vegas. Ah, mais ça a tout le temps été des matchs serrés. Ben, c'est ça, 5-3, mais regardez, hier, c'était 3-2 pour Vegas et le Wild n'a que 12 tirs au filet. Mhm. Ils n'ont pas beaucoup de tirs au filet, mais quand ils ont des opportunités, ils les mettent dedans. Fait que si Kaprizov, il se met en marche, honnêtement, en tout cas, moi, en 7, je garderais ça en 7. Peut-être que Vegas pourrait l'emporter en 7, mais je vais garder ça en 7 pareil. Mais je garde mon petit Minnesota parce que je suis sûr que notre petite recrue Kaprizov, il peut sortir un. Il peut step up. Juste Ouais. pour les viewers, by the way, je suis totalement d'accord avec. Même si j'ai pas redit ça, genre, je suis pareil d'accord avec Oli, parce que je Oui. fanboy totalement Mhm. sur Oh, oui, Kaprizov. Ah, c'est tu le simp. triste. Tu le Je simp quasiment. simp sur Kaprizov, ça n'a aucun sens. Il est tellement sick, ce joueur-là. Là. Ouais, c'est un excellent joueur. Alors Oh, maintenant, ouais. allons plus en profondeur avec les échos du CH sur le match d'hier. Victoire du Canadien 2-1. Ah, si ça fait du bien de dire ça. Josh Anderson et Paul Byron ont sonné la charge pour les Canadiens. Carey Price a été Quel excellent. but. Du côté des Maple Leafs, William Nylander était le seul marqueur et une bonne performance de la part de Jack Campbell, malgré tout. Vous avez pensé quoi de la game? Une game de goaler. Byron. J'irais Ouais, même ouais, plus ouais, loin Ben, qu'une quatrième guerre de trio goaler. aussi. Ced, il va avec le... Ced, j'en avais parlé plus tôt cette semaine. Cette série-là, je crois que oui, elle va jouer par les gardiens, mais par les tranchées, par les quatrièmes trios. Ouais. D'après moi, c'est vraiment ce On l'a vu facteur-là hier qui va avec faire la lui. différence dans cette série-là. Mhm. Mais en même temps, regarde, Moi, Stone, Byron, juste... Armia. C'est pas des gars de premier puis de deux, ça là. Non, c'est ça. Non. Ben, même Eric Stoll. Là, C'est ça, j'ai dit Stone, Armia, Byron. Ok, c'est ok, j'avais pas pas des compris gars Stone. de premier et deuxième trio. Là, fait que non, tu as raison, moi, c'est une guerre d'étrangers, là, des quatrièmes puis tout. Que, la profondeur des équipes va vraiment se voir dans cette série-là, je pense. Ah ben oui. Ben oui, oui, oui. Mais, ouais, vas-y, ça. Ok, moi, je veux juste parler de un affaire. On a tous vu l'incident de John Tavares, là, puis c'est super dommage pour lui. T'sais. Mais moi, il y a un affaire, par exemple, que je veux parler, c'est Nick Foligno. Ah. Attends, je vais m'expliquer. Parce que je trouve le geste qu'il a fait après, j'ai regardé sur Twitter, sur Facebook, tout le monde veut sa tête, OK? À Nick Foligno, tout le monde dit que c'est genre le pire homme de la Terre et tout. Je suis pas d'accord. Parce que tu sais, je comprends, OK? Je comprends que c'est pas nécessairement correct ce qu'il a fait et qu'il avait pas à faire ça. Sauf que, en tant que joueur de hockey, je parle que n'importe qui, là, un joueur de hockey, mettons, bien normal, il voit son capitaine qui est étendu sur la glace, qui bouge plus, puis il n'a pas vu la situation. Ton premier réflexe, c'est tout de suite de jumper sur le gars le plus proche. T'sais. Fait que de là à dire que, tu sais, j'excuse zéro le geste que Foligno a fait. Moi, je pense pas qu'il aurait dû faire ça, mais ce que je veux dire par là, c'est juste que je trouve qu'en tant que joueur de hockey, c'est un bon réflexe qu'il a eu, mais est-ce qu'il est obligé d'aller aussi loin? Je pense pas. Moi, par rapport à ça, Fred, je suis d'accord avec toi là, que le premier geste, c'est le premier réflexe que tu as, c'est d'aller défendre ton capitaine. Je suis complètement d'accord avec toi. Là où est-ce que j'ai un petit peu de difficulté, c'est on le voit très bien là, à la mise en jeu, avant que la rondelle se dépose. Il y a Perry en discussion avec Foligno, puis il y a Weber qui se mêle à ça. Et tu vois clairement Weber qui essaie de dire à Foligno, regarde, man, ça sert à rien. Il va pas dropper les gants. Il n'a pas fait exprès. Il explique. Là. Puis Weber,
tu sais, Weber, tu le vois, là, c'est un gars qui est reconnu à travers la ligue, il est respecté à travers tout le monde. Puis, tu sais, s'il dit que ça sert à rien, ça sert à rien. Il va pas. Puis, il a été pareil. Puis, Il a eu oui, c'est l'air calme. maillet. Puis, c'est Il a eu l'air maillet. exactement. Puis, c'est clairement un manque de respect envers Corey Perry. Je m'excuse. Perry, Oui, ça, je suis 100% tu le d'accord. voyais clairement que le gars, il n'était pas confortable. Là. C'est un teammate. Là. Tavares, c'est un de ses bons chums. Là. Mhm. Il se sentait pas bien là, de ce qui est arrivé. Il n'a pas fait exprès. Là. Non, il l'a dit, ça lui a même donné des mots de vente, puis plein d'affaires, oui, il se sentait vraiment pas bien. Là. Au banc, je l'ai vu quand il est arrivé sur le bord de la bande pendant qu'il était en train de ramasser Tavares par la civière. Il était au banc avec une serviette, genre, puis il se tenait à la tête parce qu'il filait vraiment pas. Là. Il ne trouvait pas drôle. Là. C'est pas un genre de marchand qui fait un cheap shot, après ça, il est content de son cheap shot. Là. Non. C'était un accident. Là, Mais... Ça, surtout que sur le geste, on le voit très bien là, que Perry, il a jamais, c'était tellement pas intentionnel, puis on dirait, il a juste comme pas, il a pas pu prévoir que Tavares allait tomber, là, c'est comme... Mais c'est pas juste ça. On le voit très bien. C'est pas juste ça. C'est aussi le fait que ce matin, le Journal de Montréal qui utilise la photo de John Tavares blessé pour parler du match en disant, je pense, sa victoire écrasante ou quelque chose comme ça. Et le Toronto Sun qui utilise l'image de John Tavares pendant qu'il essaie de se relever. Qu'on s'entend, c'est peut-être les images les plus épeurantes du match. En faisant un jeu de mots en mettant Captain Crunch. On s'entend là, que c'est un des plus gros manques de respect à John Tavares. Peu importe. Ouais. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu au match? Oui. Performance extraordinaire. Ouais. Effectivement. Puis je me rappelle que dans un des podcasts, avant que les playoffs commencent, moi j'avais dit que pour battre les Maple Leafs de Toronto, ça allait prendre du jeu physique. Il fallait jouer physique avec les vedettes. Et je ne sais pas ça finit combien les mises en échec, mais à un certain moment, c'était 50-18 les mises en échec durant le match pour les Canadiens. J'ai les chiffres. M'excuse, mais oui. Ça l'a fini 55-25 en faveur du Canadien. Et les deux joueurs du Canadien avec le plus de mises en échec, avec 7, c'était Artturi Lekonen et Paul Byron. Bon. Yeah boy, surprenant. Attends, c'est Paul Byron, ça m'a un petit peu étonné, là. Mais même les Lekonen. Même les Lekonen. Mais les Lekonen, il est tout le temps en forecheck, comme on parlait la semaine passée. L'autre semaine avant, il est tout le temps en forecheck. En tout cas, tout ça pour dire que le jeu physique, on en avait parlé, c'est ça qui peut tuer les Maple Leafs de Toronto. Puis ce qu'on a fait hier, puis je m'excuse, mais tu nommes le nom de Paul Byron et de Ben Sherratt. Tu dis Paul Byron et Lekonen, excuse. Ouais. Et tu n'as pas nommé les noms de justement Ben Sherratt, Shea Weber, les gars d'habitude qui jouent du Sherwood devant le filet. Hier, on les a presque pas vus. Moi, je m'excuse, Weber, hier, là, il n'a pas brossé grand-chose. Là. Non. Bon, ben, lui, il va être dans les prochains matchs. C'est lui qui va monter en intensité. Là, il revient d'une blessure, c'est normal. Mais match numéro 2, match numéro 3, match numéro 4, on va le voir de plus en plus, puis il va brosser devant la cage. Là. Matthews, hier, qui se faisait brosser par Sherratt en arrêt du net, là, il va voir ça plus souvent. Là. Oui. Ça, c'est sûr que ça n'arrête pas. De l'autre côté, les Maple Leafs n'ont pas sorti une très grosse performance, mais ont quand même très bien joué, même à ça. Là. Le Canadien a réussi à contenir les Maple Leafs. Ben, justement, comme Colin disait, je pense que c'est principalement grâce à l'implication physique du Canadien. C'est clairement ça. Tu t'enlèves Matthews, Marner, Nylander, après ça... Il ne reste plus grand-chose. Ouais. Et je sais pas pour vous, mais moi, selon moi, le moment clé du match, l'arrêt de Price sur Mitch Marner. Ben oui. Quel arrêt. Ouais. Quel arrêt. D'après moi, ça a été le tournant du match. Clairement. Ouais. L'arrêt, là, je salivais quand j'ai vu ça. Rapidement, moi, je veux juste dire que les gens qui n'arrêtent pas de remettre en question les performances de Price, qui disaient on ne sait pas à quoi s'attendre de Price en série, va-t-il performer? Arrêtez! À toutes les fois qu'on rentre en série éliminatoires, c'est Carey Price qui vole le show. C'est tout le temps lui qui gagne. Je m'excuse, hier, tu mets Jake Allen dans le filet, puis ça finit facilement 5-2 pour Toronto. Oui. C'est clairement pas le même match. Fait que là, arrêtez de remettre en question la valeur de Carey Price devant le filet. Là. Les derniers matchs, écoute, tantôt, là, les 18 derniers matchs en série, Carey Price a un taux d'efficacité de 953. C'est énorme. Est-ce qu'un autre gardien de but a ça? Énorme. Je m'excuse, là, mais il n'y a aucun autre gardien de but, à part peut-être Marc-André Fleury qui gaule de très bonnes séries présentement. Et qui a toujours très bien gaulé. Effectivement, mais personne ne peut remettre
en doute là, ce que Price il donne en série. Là. Non, effectivement. Et le fait d'être un fan du Canadien, j'ai réussi à trouver 2 statistiques. La première, dans l'histoire de la Ligue nationale, l'équipe qui gagne le premier match gagne à 70% du temps la série. Dans le cas du Canadien, quand ils mènent la série 1-0, à travers toute leur histoire, ils sont 62-11 quand ils mènent la série 1-0. Donc, est-ce qu'en tant que fan du Canadien, il faut prendre ça d'un bon côté? Oui. Est-ce qu'il faut dire que la série est finie? Oui. Non. Loin de là. C'est quand même Même si Toronto, c'est une équipe de choker. Faut pas prendre ça à la... faut pas prendre ça à la légère. Malgré les statistiques qui sont très favorables. Bon. Oui. Ça Ah ben, hey, Étienne, Bon, là, là, je Étienne t'aide. est pas- Étienne est pas Étienne, là, je content, t'aide, là. là, puis tu m'en vas chier, là. Putain, c'est ça, étouffe-toi. OK, c'est correct, là, regarde, je vais l'avouer. esti. Ah. Mais ça reste que Toronto a une chance pareille. Je dis pas ça parce qu'ils ont clairement l'équipe pour battre le Canadien. On s'entend là-dessus. En termes de Ben, talent. comme j'ai dit, en termes de je talent, pense que ça va rester une longue série. Mhm. Mais je pense que ultimement, Toronto va gagner. Honnêtement. Genre, il faut quand même se rendre au fait, je pense, les boys. Là. Genre, c'est beau quand même de rêver, mais. Si Toronto choke, je m'excuse, mais ça va barder, puis en tout cas. Ouh! Et moi, j'ai prédit dans le dernier podcast Montréal en 7. Est-ce que je crois à ça? Relativement. Mais avec le match que j'ai vu hier, c'est un très bon début. C'est un très bon début. Moi, je crois toujours à mon Montréal en 5. J'y crois toujours. Oui, j'aime ça. Ça prend des couilles pour assumer ça. Puis honnêtement, j'aime ça. Oui, j'ai dit en 6, puis même là en 6, je me trouvais mais tout en 5, ça y va. Dans pas long, il va dire en 4. On y va, on Ah, pour vrai, je vous dis, si ça arrive en 5, là, pour vrai. Là. Alors, on arrive maintenant à un des segments préférés depuis son arrivée. En tout cas, pour moi, c'est un de mes préférés. Là. Les questions du but. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans la prochaine diapositive, on aura un but. Alors, chaque coin cache une question que Ced, Oli et Étienne ne savent pas, parce que c'est moi qui les ai écrits. Donc, moi, je les sais. C'est pour ça que je suis le dernier tireur. Alors, dans ce cas-ci, qui va être le premier à se lancer? J'y vais. Je pète la glace. Vas-y. En haut à gauche. En haut à gauche. J'ai l'impression que je vais me faire péter. Est-ce que Patrice Bergeron est encore le meilleur centre polyvalent de la Ligue nationale? Non. Oh! Mark Stone. C'est pas un centre. On s'en calisse. La question, c'est pareil, le meilleur attaquant. On parle le meilleur attaquant polyvalent. Non, c'est écrit, la question, ça dit le meilleur centre. Désolé. Centre. Oui, est-ce qu'il a encore le meilleur centre oui? Oui, juste dans les centres. Ok. C'est là que la question devient plus dure. Ah, parce que si c'était juste attaquant, genre, je pensais pas, j'aurais dit Mark Stone comme je l'ai dit. Là. Mais c'est juste centre. Mark Stone, qui est pendant qu'Étienne y pense, pour moi, Mark Stone est un joueur très underrated en ce moment. Oh, c'est un des meilleurs joueurs en série. Underrated. Ça, si on se concentre juste sur ça, que oui. Hein. Juste sur les centres, tu penses que oui? Je suis pas mal sûr que oui. Oui. Je pense que c'est encore un centre. Juste parce qu'il est capable de garder le même niveau de jeu pendant autant longtemps que ça. Puis je vois pas vraiment d'autres centres qui sont autant polyvalents que lui, qui joue vraiment littéralement les 200 pieds de la glace. Tu sais, oui, il y en a qui vont être plus défensifs, plus offensifs, ou juste des purs scoreurs. Je pense que Bergeron fait tout encore, est capable de encore être complet, même avec son âge. Est-ce que les gars, vite, vous êtes d'accord ou vous êtes contre la décision d'Étienne? Moi, je suis pas d'accord à 100%, mais je suis d'accord avec les arguments qu'il dit, mais pas sur le fait que Bergeron est encore le meilleur centre. Alors, Ced, vite, donne-moi un nom. Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly. Et pour Oli? Écoute, moi, je suis d'accord avec Ced. Mais je voudrais juste pas qu'on oublie Jonathan Toews, qui malheureusement n'a pas joué cette saison-ci, mais qui a un excellent two-way. Vous n'avez pas nommé le gars que j'avais en tête, qui est Alexander Barkov. Qui est un très bon two-way. Est-ce qu'il est meilleur que Bergeron? Je mettrais Bergeron puis O'Reilly peut-être avant. Ouais. Oui. O'Reilly devant, mais Barkov a le potentiel pour. Effectivement.
Alors maintenant, Étienne a choisi le top corner gauche, donc on l'oublie. Alors Oli et Ced, qui veut se lancer? Vas-y, Seth. OK. Mais aller en bas à droite. En bas à droite. Alors, que faut-il faire à Dallas? Ah, un chien comme question, ça. Oh boy. Dallas qui ont été finalistes de la Coupe Stanley l'année passée et cette année n'ont même pas fait les séries. Là, ça cause, man. Oh là là. C'est une question très chienne. Ouais, quand même. Mais pour vrai, mon chat va peut-être vous surprendre, mais moi, je dirais reconstruction. OK. Qu'est-ce que tu ferais vite vite, mettons? Moi, pour vrai, genre, tu sais, je garderais John Klingberg, je garderais Miro Heiskanen, je garderais Heiskanen aussi. Tu sais, moi, je garderais Tyler Seguin. Mhm. Tu sais, genre, tu sais, Gurianov et tout, mais tu sais, vraiment, tous les joueurs comme, tu sais, mettons, Jamie Benn, tu m'enlèves ça de là. Tu sais, vraiment, tu bâtis une équipe autour de Seguin, Heiskanen puis Klingberg. Oh! Est-ce que les gars, vous êtes d'accord avec ça? Honnêtement, c'est pas vrai comme idée. J'imagine que tu irais prendre genre une couple de genre 2-3 prospects, c'est ça? Bah oui. 2-3 prospects, des first round picks. Dans ce cas-là, je suis entièrement d'accord. Honnêtement. Une reconstruction typique. Ben, oui, mais c'est parce que c'est clairement ça qu'il faut. Je veux dire, c'est pas normal qu'une équipe qui est finaliste de la Coupe Stanley se ramasse à pas faire la Coupe. Là. Il y a clairement eu un problème. Puis on sent que le problème à Dallas, c'est l'âge aussi. Oui. Les All-Stars commencent à s'en venir vieilles. Là. Ça fait longtemps qu'à Dallas, le problème, c'est l'âge des joueurs. C'est ça. Tibois, oui. Est-ce que, Ali, tu es d'accord avec le fait de faire une reconstruction complète? Au début, j'étais mitigé. Mais là, avec ce que Ced a apporté, puis c'est vrai, là, ils ont déjà des bons jeunes joueurs établis, là, je pense notamment à la défensive, avec les noms que vous avez nommés. Là, donc, je pense que, tu sais, pas ajouter des gars pas aller chercher des joueurs de repêchage ou des gars de 18-19 ans. Aller chercher des gars des jeunes de 22, 23, 24, là, qui ont déjà un bon potentiel. Honnêtement, tu sais, comme des gars comme Jamie Benn, c'est encore une bonne valeur sur le marché. Puis avant qu'il n'y ait plus aucune valeur, je pense que oui, ça pourrait être un bon temps pour les échanger et aller chercher des jeunes à l'attaque ou à la défensive pour essayer de rebâtir un peu autour des jeunes prospects qu'il y a déjà à Dallas. Je suis complètement d'accord avec ça de là-dessus. Alors, Oli, le top corner gauche et le coin bas droite a été utilisé. Que veux-tu tirer? Coin gauche, il n'a pas été utilisé? Le top corner gauche, il a été utilisé par Étienne. Bon, ben en bas à gauche. En bas à gauche. Alors, qu'est-ce que Carl Dubus devrait faire si les Canadiens éliminent les Leafs? Je vais être méchant, là, mais l'homme qui s'est fait détruire hier, John Tavares, c'est lui qui va écoper. Alors, on échange juste Tavares? J'y vais pour. Tout d'abord, je commence par Tavares, puis là, Carl Dubus est mieux de ne pas aller me chercher un autre attaquant en échange, là, parce que honnêtement, je comprends rien. Il faut qu'il aille chercher du renfort à la défensive là, parce que c'est lent puis ça commence à être vieux là-bas. En tout cas, je commence par échanger John Tavares. Après ça, je vais chercher que ce soit des jeunes, en tout cas, pas trop avancés, mais je vais chercher quelque chose de solide en défensive. Des jeunes établis. Oui, effectivement. Puis après ça, je check pour échanger peut-être un gars comme Nylander. Ouh. Moi, j'ai une seule question avec le point à Oli. Tavares, parce que je suis plus sûr, là. Ça fait combien de temps qu'il est au Leafs, Tavares? Ça va faire, je pense, sa 3e année. Ouais. Ok, je suis pas totalement d'accord. Laisse un an à Tavares, puis après ça, échange-le. Attends, non, mais c'est parce que là, il faut aborder quelque chose. Le marché à Toronto, c'est comme celui de Montréal. C'est deux marchés avec beaucoup de pression, puis quand ça ne performe pas, ça ne fait pas l'affaire des partisans. Et là, Toronto, pour une, je ne sais pas combien d'années de suite, les partisans s'attendent à quelque chose parce qu'ils ont l'équipe pour performer en série. S'ils ne performent pas, ils vont encore réclamer. Et là, on l'a vu là, dans les dernières années, là, les coachs qui ont sauté, les directeurs généraux qui ont sauté dans cette équipe-là. Là, ça suffit. Là. Je pense que le problème, c'est pas nécessairement en arrière du banc ou à l'interne. Je
pense que ça joue sur la glace, puis que là, c'est aux joueurs de se regarder. Puis ils peuvent pas échanger des gars comme Matthews Marner. Je sais pas si tu peux Non. pas faire ça. Non, c'est des gars que tu builds autour. Là. C'est ça, tu sais, un gars comme John Tavares, il y a plein d'équipes qui vont vouloir sauter là-dessus, qui vont avoir besoin de ça pour en playoff, justement, qui manque un bon joueur de centre expérimenté. Je pense que c'est. Je sais qu'il y a le 6 sur son chandail, mais je pense que malheureusement, ce serait le premier à sauter parce qu'il ne voudrait pas échanger Tavares ou Matthews ou Marner. Ça, je te comprends, parce que oui, je suis un partisan quand même des Leafs, j'aime bien les Leafs, mais il y a une affaire que je dois dire, par exemple, qui va à l'encontre de ce que je pense, là. Mais c'est que si à la fin de. Si les Leafs n'ont pas gagné la Coupe à la fin du contrat de Tavares, c'est probablement dans les C'est un pires. échec. Ouais, c'est un échec total. C'est genre dans les pires sign-in que les Leafs ont fait. À 3 ans, ça fait juste 3 ans qu'il est là. Okay? Son contrat, il est 7 ans. Je me dis, laisse-y peut-être une année, puis après ça, OK, aucun problème de l'échanger. Mais ça fait pas longtemps qu'il est là. Ouais, mais attends, toi, tu serais prêt à donner une autre année de chance aux Leafs, même s'ils se feraient encore battre, mettons, au premier tour? S'ils se font battre au premier tour, OK. S'ils se font battre au premier tour, là, par Montréal, non. Là, tu échanges Tavares. S'ils se font battre en deuxième tour, laisse une autre chance Tavares. Puis après ça, échange-le. Parce qu'au premier tour, là, c'est vrai que c'est chaud là, pour Tavares. Là. C'est ça. Mais au deuxième, je veux dire, ils se sont rendus, ils ont pareil battu une équipe. Puis au pire, s'ils gagnent une autre série, la deuxième, on va dire, là, garde Tavares là. Mais s'ils se font éliminer par les Canadiens, là, je suis d'accord avec toi. On échange Tavares, ça va faire un vent de fraîcheur. Tu peux apporter des joueurs, puis il y a encore de la valeur. Okay. C'est ça. Moi, je vais dire mon point vite. Je l'avais dit à ça tantôt. Moi, c'est simple. Si le Canadien élimine les Leafs, Matthews, Marner et Morgan Riley sont les seuls que tu ne touches pas. Tous les autres joueurs sont disponibles. Tout. Non, mais ça, c'est Je ferais le ménage de A à Z. Non, mais juste une évidence. Là. Matthews, il reste là. C'est le joueur de franchise. Mais Matthews, Marner et Morgan Riley, ça serait les seuls intouchables. Sinon, tout le reste est disponible. C'est sûr que j'irais chercher, admettons, les joueurs de talent qui peuvent jouer. Je ne pars pas en reconstruction. Mais ça, au moins, ça serait ça la meilleure solution. Pas partir en reconstruction. Échanger un gros joueur contre peut-être 2-3. C'est ça. Parce que, tu sais, si, mettons, t'abordes juste Tavares, qui a une très grande valeur présentement, tu vas juste échanger ça, puis il ne faut pas oublier que là, il parle beaucoup d'échanger Anderson parce que présentement, il ne leur sert à rien. Fait que si tu vas échanger des gars comme Tavares, puis je ne te parle pas de mettre les deux, les inclure dans une échange pour faire un gros échange, mais ça serait tu énorme. peux les envoyer les deux à une destination différente. Mm-hmm. Puis ça peut t'apporter deux très bonnes échanges, puis de t'apporter de bons jeunes joueurs établis dans ton équipe. Puis ça peut carrément. On l'a vu avec les Canadiens, là, Benjamin, les signatures qu'il a faites cet été, juste en allant chercher Perry, Toffoli et Anderson. L'image du Canadien a carrément changé. Hein. Oui. Donc, c'est à voir. Et donc, ça me laisse le top corner droite. Mm-hmm. Donc, que faut-il faire à Nashville s'ils subissent une élimination au premier tour? Pour moi, Nashville, s'ils subissent une élimination au premier tour, le premier à partir, Matt Duchesne. Matt Duchesne a signé un contrat qui ne vaut aucunement sa valeur qu'il joue en ce moment à Nashville, tellement qu'en tant que partisan du Canadien, je suis content qu'il n'ait pas signé à Montréal. Déjà, ça aurait été différent à Montréal aussi. Ça aurait peut-être été différent. Mais si on se base sur les performances qu'il joue en ce moment, Duchesne, je suis très content de ne pas l'avoir à Montréal. À part ça, c'est là que ça devient compliqué pour Nashville. Parce que oui, ils ont un bon noyau, mais tes joueurs sont proches de la trentaine. Donc, ils peuvent encore te fournir, admettons, en moyenne, 2 autres bonnes années. Admettons, de 30 à 32 ans, ils peuvent encore te fournir de bonnes années, mais ils vont prendre leur pente de vieillesse. Donc, dans la LNH, habituellement, plus que tu montes en âge, plus que ta production descend. C'est là que ça devient bizarre pour Nashville. Parce que du monde comme Roman aussi, on s'entend, tu ne touches pas à ça. C'est intouchable, ça reste. Mathias Ekholm est un défenseur de très bonne qualité, mais d'un autre côté, il peut te donner un excellent retour. Fait que c'est vraiment des joueurs comme ça que Nashville vont avoir des choix déchirants, et pas juste pour Ekholm. Je pense notamment à Victor Arvidsson, Ryan Johansson et Philippe Forsberg. Donc, Nashville, ça va vraiment se jouer sur des choix déchirants. Est-ce qu'ils vont en échanger un peu de ces gars-là? D'après moi, oui, pour rajeunir le noyau, mais garder une expérience de série. Est-ce que pour moi, Ryan Johansson doit partir? C'est là que ça devient compliqué.
pour moi, Roman Yossi et Philippe Forsberg sont des intouchables. Victor Arvidsson, d'après moi, il peut encore. Il y a quoi? Il y a 28, je pense, de mémoire. Il peut encore fournir d'excellentes années aux Predators. Ryan Johansson aussi. Donc, ça va vraiment être des petits échanges pour améliorer la profondeur et la productivité de Nashville. Mais d'après moi, on n'aura pas un blockbuster à part si Mathias Ekholm et Matt Duchesne s'en vont. C'est la seule façon que je vois en étant Nashville. Je continue à essayer pour, admettons, 2 ans. Puis si dans 2 ans, ça ne marche pas, on ferme la fenêtre, on repart en reconstruction. Moi, c'est comme ça que je vois ça pour Nashville. 100% d'accord. Juste mentionner que les Preds viennent de gagner 5-4 en deuxième overtime. Alors donc, la série est rendue 2-1 pour les Hurricanes. Alors, maintenant, ça nous amène enfin au fantasy tant attendu, annoncé il y a un mois. Le fantasy d'équipe. Donc, l'équipe de moi et Ced. Donc, c'est là Dolly et Étienne. On vous cause. Alors, les gars, j'ai hâte de voir. Parce que juste mentionner Vas-y. Juste mentionner aux spectateurs que Oli et Étienne sont très confiants. Oui. Pour une équipe qui ont fait en dedans de 20 minutes. De ce que j'ai vu, c'est une équipe pour du 20 minutes excellent. Moi et Ced, on a eu un mois pour la faire. Donc, on s'entend que peut-être les choix sont différents et peut-être plus de notre côté. Mais j'ai hâte de voir les boys. Parce que vous êtes les premiers à vous lancer. Allez-y. Alors, le premier trio d'Étienne et Oli est composé de Jonathan Huberdeau, Pierre-Luc Dubois et Alex Stock. La première paire, Brett Pesci, Kel McCarr et le gardien Ilya Samsonov. Expliquez vos choix maintenant. Oui, je te laisse commencer, je vais aller après. Ah, ben, ok. Écoute, pas compliqué. Je vais parler au nom de moi et Étienne. On a été pour des. Ben, tout d'abord, des gars. Tu peux pas prendre des gars qui coûtent 10 millions par année. Tu peux pas passer quelque chose de potable avec ça. Fait que, premièrement, on a des gars qui ne coûtent pas trop cher. T'sais, on regarde Huberdeau 5,9, Dubois 5 millions, Toc 4,75. C'est pas trop cher. Puis, ben, c'est ça. Ça te permet d'avoir une équipe équilibrée sur tes deux trios. Dubois, c'est un centre two-way un peu. C'est un jeune, il va prendre l'expérience. Mais c'est un centre two-way très utile. Qui joue avec un gars comme Huberdeau, un gars très offensif, qui a beaucoup de créativité. En fait, ce trio-là me ramène un peu au trio. Je vais faire un comparatif avec celui des Blackhawks, avec celui de Jonathan Toews, quand il jouait, bien sûr, là, quand il n'est pas blessé. Là, tu vas me dire que oui, le comparatif est gros, puis que c'est. Mais on est loin de ça, mais il y a un comparatif à quelque part. Tu sais, t'as un certain Huberdeau qui rejoint un peu un Patrick Kane, tu sais, il est juste de l'offensive, puis tu as un Pierre-Luc Dubois qui c'est un two-way, un peu comme Jonathan Toews, qui peut tu sais, corriger les erreurs de ton Huberdeau. Puis, à la défensive, Brett Pesci puis Kel McCarr, ben là, on va se dire Kel McCarr, qui est clairement un des meilleurs défenseurs prospects de la Ligue. Une machine. Avec Brett Pesci, un très bon défenseur fiable. Puis, Samsonov, le gardien de but d'avenir pour les Caps de Washington, qui fait très bien présentement, même malgré qu'en série, ça se passe pas très bien, il fait très bien. Donc, le choix que j'ai aimé, que vous n'avez pas expliqué beaucoup, c'est le choix d'Alex Stock. Il est tellement underrated. Pourquoi Alex Stock? T'as suivi sa saison avec Vegas? Ben, il en joue toujours des saisons excellentes. Mais si je te dis, c'est juste... c'est la constance. C'est le fait qu'il est toujours présent puis il est toujours avec un bon niveau de jeu qui apporte les autres joueurs de l'équipe à un bon niveau de jeu. Si tu regardes Vegas, là, c'est un des piliers, justement, de l'équipe. Puis ce gars-là, c'est un peu comme un Josh Anderson. C'est un attaquant de puissance. Il est constamment dans les zones payantes. Il est constamment dans les coins d'ombre. C'est toujours le premier à se diriger là. Puis honnêtement, un gars, si on suit au trio qui a été formé sur le premier trio qu'on a formé, avec Huberdeau et Dubois, tu sais, Huberdeau, c'est un scoreur. Oui. Mais tu as toujours besoin, avec un scoreur, d'un gars qui va aller dans les zones plus que ces gars-là veulent moins aller dans les coins. Exactement. Puis Toc, lui, c'est ça qu'il fait. Puis en plus, c'est un scoreur. C'est vrai.
Bon, maintenant, on va aller dans la deuxième partie de votre équipe, qui va être expliquée par Étienne. Alors, le deuxième trio est composé de Kirill Kaprizov, Tim Stützle et Cole Caulfield. La deuxième paire de Erik Brandstrom et Vince Dunn. Et j'ai oublié de le mettre. Vous avez mis un deuxième gardien. C'était pas dans les règles, c'est vous qui avez décidé. Vous avez mis Samuel Montembeault. Donc, un plafond salarial qui vous donne un jeu de 353 000 et 1 $. Étienne, vas-y, explique ton trio. Ben là, puisque tu l'as mentionné, ben Montembeault, c'est juste que c'est tout simplement le futur de la Floride. Je veux dire, Bobrovski, ben, il va s'en aller parce que ben, il est trash. Puis, non, mais désolé, Bobrovski, si t'écoutes la vidéo, t'es trash, chum. Là. Ben, il y a Chris Driger qui est vraiment... Il y a Chris Driger qui est bon aussi. Mais tu sais, Montembeault, je le vois vraiment comme l'espoir de la Floride pour les Goalers, puis il a un très bon potentiel. Comme on peut voir ici, on voit qu'on allait avec on allait avec la jeunesse. Kirill Kaprizov, je simpe déjà dessus, fait que c'est une machine, c'est tout. Moi, c'est vraiment le fait qu'il a amené Minnesota. Tu sais, le Wild Minnesota était une équipe plate, genre normale, tu sais, juste boring à regarder, à une équipe violemment bonne. Moi, c'est plus ça, puis c'est tout simplement à cause de l'effet Kaprizov. Comment j'ai trouvé ça, que c'était juste insane, puis son talent, son tout. Il est juste très bon. Tim Stützle, on l'a vu aussi avec les Sénateurs, je veux dire, juste une recrue exceptionnelle aussi. Puis dans les World Juniors, on l'a vu comment il a performé. Cole Caulfield, spécialement pour sa shot, je veux dire, son tir qui est extrêmement fort. En tant que 3 fans du Canadien, je pense que vous pouvez confirmer. je confirme. Je confirme. Effectivement. Erik Brandstrom, même chose, je te dirais, pour Ottawa. Je veux dire, il a un potentiel énorme, puis déjà là, il joue très bien, même avec son âge. Vince Dunn, même chose avec Saint-Louis. C'est tous des joueurs avec un extrêmement bon potentiel, puis qui sont pareils déjà bons, puis qu'on voit qu'ils font une différence dans chacune de leur équipe. La seule affaire que j'aime, il y a peut-être une seule affaire que j'aime moins sur votre deuxième trio, c'est le manque d'expérience. Ouais, c'est sûrement à dire. Ça, on est vraiment avec la jeunesse là-dessus. Là. Okay. On peut le voir avec les salaires aussi. Ouais. Oh, oui. On est avec la jeunesse. Mais pour vrai, pour une équipe de 15 minutes, je suis... C'est quoi, ça? Pour vrai, pour une équipe faite en 20 minutes, je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ça pantoute. Là. OK, maintenant, ça, avant de commencer notre équipe, est-ce que tu parles en premier ou c'est moi? Je te laisse y aller en premier. Alors, j'ai hâte de voir votre équipe. L'équipe de moi et Ced. Le premier trio est composé de Kirill Kaprizov, Pierre-Luc Dubois et Josh Anderson. Notre première paire est composée de Joel Edmondson et d'Adam Fox. Et notre gardien est Thatcher Demko. Fun fact, on a voulu payer Adam Fox. Ouais. Fun fact. Alors, notre premier trio, qu'est-ce qu'on va chercher? En Kirill Kaprizov, je vais faire court. Oli en a parlé. Étienne en a parlé énormément. On s'en va chercher un scoreur, quelqu'un d'habile avec ses mains, mais qui est un très bon scoreur. En Pierre-Luc Dubois, on est allé avec la même stratégie, je crois, pour Oli Étienne, qui est un centre qui va jouer two-way. Excellent joueur two-way, autant défensivement qu'offensivement. Il va amener une responsabilité partout sur la glace. De l'autre côté, on a décidé d'aller avec un Josh Anderson. Un gars, en tant que fan du Canadien, je pense que Oli, même s'il est dans l'équipe adverse pour ce jeu-là, peut confirmer. C'est peut-être un des meilleurs attaquants de puissance de la Ligue nationale. En ce moment. Cette année aussi. Alors, pour quelqu'un qui est très grand, très lourd, on peut dire, pour son style de jeu, il apporte une vitesse, des mises en échec, une fougue, de l'intensité dans son jeu qu'un Kirill Kaprizov et Pierre-Luc Dubois a besoin sur ce trio-là. Et d'après moi, c'est la pièce manquante à ces deux joueurs-là pour avoir un trio tout simplement de Mongols. Mais écoute, t'as un two-way, un scorer, puis un power forward. C'est quand même très bon, je vais te le donner. C'est ça. Pour la première paire, on est décidé d'y aller expérience avec jeunesse. Joel Edmondson, qui est un choix, pour moi, qui est un no-brainer, qui est le meilleur défenseur dans la section des plus et moins aux dernières nouvelles. Donc, très responsable défensivement, avec un défenseur très offensif en Adam Fox. Donc, à chaque fois que Adam Fox s'en va en attaque ou risque, admettons, le jeu défensif, on est d'un autre côté, on a un Joel Edmondson qui est prêt à contenir le jeu et qui est très responsable défensivement. Donc, les erreurs d'Adam Fox vont moins paraître. Dans les gardiens, Thatcher Demko, le nombre de fois qu'on en a parlé dans les autres podcasts, est un gardien jeune qui amène une solidité devant le filet des Canucks, ce que moi et Ced, on adore.
Et donc, on a décidé de le prendre. C'était un choix très bien, je trouve, très bon pour l'argent qu'on a dépensé. Et Ced, maintenant, c'est à toi d'expliquer la deuxième moitié de notre équipe. Donc, le deuxième trio est composé de Brady Tkachuk, Sean Couturier et Jason Robertson. La deuxième paire est composée de Mathias Ekholm et Miro Heiskanen pour avoir un plafond salarial restant de 402 501 $. Ouais. Premièrement, pas besoin de dire que notre carte cachée, c'est Jason Robertson. Okay? Effectivement. J'imagine que vous avez deviné. Puis, bon, est-ce qu'on va chercher avec Brady Tkachuk de l'intensité, de l'offensive? Un autre power forward. Pas beaucoup de défensive, mais on compense la défensive avec Sean Couturier, qui a une excellente centre two-way. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière. Et puis, je pense que c'est juste vraiment un atout qui était inévitable, je pense, pour notre équipe. Jason Robertson, qui a une saison de mongol, c'est juste... Pour le prix, puis pour la qualité-prix, pour vrai, c'était juste... c'est juste incroyable, comment il est fort, ce gars-là. Mathias Ekholm, le Rick en a parlé tantôt. Un peu similaire à Joel Edmondson, avec un peu plus d'offensive. Puis Miro Heiskanen. Oui, on aurait pu aller avec Cal McCarr. Mais pour son côté un peu plus défensif, on a préféré y aller avec Miro Heiskanen. Fait que je pense que vraiment, nos deux trios et nos deux paires de défenseurs se complètent super bien. Puis je pense que vraiment, on a bien dépensé notre argent. Je trouve ça pareil spécial que vous n'avez pas pogné Cal McCarr. Ouais, parce que d'un autre côté, on n'a pas pogné Cal McCarr parce qu'on trouvait que, déjà, vous allez le pogner. Puis deuxièmement, si on regarde les autres fantasy qu'on a fait, c'est un choix très répétitif. Mm-hmm. Donc, on a juste décidé de faire différent. Ben, Cal McCarr, je veux dire, tu peux vraiment passer à côté, même si c'est répétitif. C'est juste une machine partout. Là. Ouais, on voulait juste faire une équipe différente un peu. Still, on a eu Kaprizov qui revient souvent, Dubois aussi. Tkachuk aussi. Tkachuk, Brady, ouais. Mais on a décidé de faire différent. Donc, si on compare les deux équipes, selon moi, vous êtes 4. Pour une équipe faite en 20 minutes, ça fait compétition. Ça fait compétition à la note. Honnêtement, absolument. Pour vrai, je suis étonnamment surpris. Moi aussi. Ça reste que je suis sûr que notre équipe vous éclate dans une série 4 de 7. Dans une série 4 de 7, ça va se rendre en 7, minimum 6 matchs. Minimum. Ouais. Je donne la victoire de notre équipe en 7 pour moi. C'est sûr que c'est notre équipe. Mais pour le fait que votre trio de deuxième, zéro expérience. Zéro. Moi, c'est juste pour ça que j'aimerais la victoire à la note. Ben, tu sais, regarde, dans 5 ans, on fera ce segment-là, puis on s'en reparlera, OK? Je suis sûr qu'on aura l'avantage. Alors, honnêtement, dans 5 ans, oui. Dans 4-5 ans, notre équipe gagne à 100%. Ben, c'est sûr que Sean Couturier va être un petit peu plus vieux. Ouais, c'est sûr. Un peu. Un Couturier en un marchant. peu. Un autre, là. Mais je veux dire, c'est ça. Mais, alors, écrivez en commentaire quelle équipe, selon vous, a été la meilleure. J'ai hâte de voir ça. Aussi, on va se lancer sur une idée. Écrivez en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Le prochain Fantasy ne sera peut-être pas la semaine prochaine, mais l'idée serait qu'on fait une équipe avec un mauvais contrat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est avec les Milan Lucic, les Louis Eriksson, les Zach Parise, les Ryan Suter, Jeff Skinner et autres. Et écrivez avec quelle équipe on devrait former. Donc, c'est beaucoup, mais ça va nous aider énormément. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. On espère que vous avez aimé le podcast. Vas-y. Est-ce que le Fantasy, il serait encore en équipe de 2 ou ça serait individuel? Il va être en équipe de 2 pour encore une fois pour le prochain. Alors, n'hésitez pas à écrire en commentaire tout ce qu'on vous a demandé. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ça, c'était NDS Podcast et vous passez une bonne journée. Ciao le monde.